Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Ça marche encore mieux. Donc, ProDurable, l'ADEME et plein de copains ont décidé avec l'agence Mieux d'inventer un nouveau type de conférence. Ça s'appelle le grand quiz du greenwashing. Vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir vous amuser, et vous allez pouvoir apprendre plein de règles très importantes sur le greenwashing. On va parler de tous les washing, on va parler de récit washing, de regen washing, de social washing, de rainbow washing. On va parler de tous les washing, même certains que vous ne connaissez pas. Et vous allez voir, il y a un peu l'équipe de France olympique des nouveaux récits qui est avec moi. Pour m'accompagner, j'ai proposé à plein d'experts de me rejoindre. Et évidemment, il y a la patronne, alias Valérie Martin, responsable de la mobilisation citoyenne au sein de l'ADEME. Merci beaucoup. L'ADEME, tout le monde connaît, vous connaissez les campagnes. On a aussi la chance d'avoir Luna avec nous. Luna qui est responsable de projet dans une association extraordinaire qui s'appelle Quota Climat, qu'il faut absolument soutenir et qui se bat pour plus de climat dans les médias et évidemment du sujet bien traité. Ensuite, vous avez aimé Patagonia en 2011 quand ils ont dit on refuse de vous acheter, de vous vendre cette veste. Et bien maintenant, The New Patagonia is évidemment Mustela. Et je vous demande d'accueillir Marguerite Laborde, la patronne de la marque Mustela. Alors, Pierre-Yves, vous le connaissez peut-être un peu moins, mais j'espère que vous êtes abonné à la newsletter toutes les semaines de You Matter. Donc merci beaucoup Pierre-Yves de te joindre à nous. Et maintenant, j'invite une très grande boîte de production, qui est la plus grande boîte de production en Europe. Quand vous regardez la télévision, quand vous allez au cinéma, quand vous regardez Arte, TF1 ou Canal+ au micro, par exemple, vous avez la chance de voir une production de cette très belle boîte de production qui s'appelle Media One. Et donc j'invite Anne-Claire à nous rejoindre, directrice de l'engagement. Alors sur les imaginaires, on va en parler, et celle certainement qui connaît le mieux le sujet, c'est évidemment Valérie, qui est autrice, réalisatrice, et qui a initié l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Merci beaucoup de te joindre à nous. Alors Juliette était à la Terre au Carré cet après-midi et elle a donné ses dernières heures de vie à cette émission. Donc elle est trop fatiguée, elle est trop malade, elle ne sera pas là. Donc Juliette vous présente deux cas que j'essaierai de vous présenter. Et ensuite il y a Théo Alves d'Acosta qui est le patron chez Equimetrix de tous les sujets sustainability. Merci beaucoup Théo de te joindre à nous et qui par ailleurs est coprésident d'une association qui s'appelle Data for Good. Donc on met à disposition de la data et ça donne par exemple des boîtes comme Yuka. Voilà, c'est parce que Data for Good milite pour une data open source qu'il y a des super applis comme Yuka qui sont sortis. Et ensuite, il fallait bien quand même quelqu'un du groupe Publicis, évidemment, parce que Publicis fait plein de choses. Et donc on invite Olivier, qui est directeur du planning strat et de la RSE chez Saatchi et Saatchi. Donc vous voyez, on a un panel très représentatif. C'est une équipe de France Olympique avec plein de gens qui maîtrisent leur sujet vraiment au maximum. Comme vous l'avez vu, il y a un petit clin d'œil quand même pour la CEC, puisqu'il y a eu la CEC qui s'est lancée il y a 3-4 ans. Par exemple, Saatchi et Saatchi en faisaient partie, Equimetrix aussi. Depuis, il y a eu la CEC et des nouveaux imaginaires. Valérie était au kick-off. Ensuite, il y a Equimetrix qui était donc sur la première. Vert était là aussi. Enfin, il y a plein qui interviennent. Et la CEC, évidemment, il faut suivre ce qu'ils font parce que on va tous devenir, il paraît, des entreprises à visée régénérative. C'est un autre sujet, mais voilà. Donc, pour commencer, on voulait vous rappeler les règles du jeu. On va vous donner un QR code. On va vous montrer un QR code. Vous allez pouvoir aller sur une appli avec un numéro et ensuite vous allez pouvoir répondre au quiz. On commence. On consomme trop et on utilise trop de fossiles. Les rapports du GIEC sont formels. Pour éviter la cata, il faut lutter contre le greenwashing. C'est pour ça qu'un bon quiz avec de l'humour et de la pédagogie peut sauver le monde. L'énergie de ProDurable va sauver le monde. Alors, aujourd'hui, pour démontrer que la communication, les médias et les récits sont plus puissants que la physique, toutes choses égales par ailleurs, vous devez bien répondre. Les plus nazes devront apprendre par cœur le dernier rapport du Shift Project.
Les meilleurs gagneront un dîner chez Exquis avec Macron pour enfin lui faire comprendre l'urgence climatique. Bonne chance. Alors, est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du greenwashing? Et je donne la parole à Théo pour nous expliquer un petit peu ce qu'il nous a préparé comme surprise. Je ne sais pas si c'est du greenwashing ou pas, mais en tout cas, c'est une fausse vidéo. Il faut faire attention avec ça parce que, effectivement, dans les années à venir, on va avoir une multiplication de contenus faux qui seront générés par intelligence artificielle. C'est déjà un sujet qui est hyper prégnant sur la désinformation, sur les sujets climat. Aujourd'hui, avec la tempête qu'on voit aux États-Unis en ce moment, il y a énormément de propagation de désinformation générée par intelligence artificielle. Donc c'est tout à fait une question à se poser pour savoir détecter ça et savoir quand c'est faux. Et donc je vous conjure de faire attention à ça. Donc voilà, on commence direct avec un gros mensonge. Et merci à Théo de nous avoir fait ce deepfake de Janko qui était personnalisé. C'était le premier cadeau de la soirée. Et du coup, maintenant, j'ai sa voix, je peux faire n'importe quoi avec. Ouais. Toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Voilà. Donc, on vous propose de scanner ce QR code. Sinon, si vous n'avez pas d'appareil photo, vous pouvez rentrer chez vous ou aller sur joinmyquiz.com et taper un code qui est 34 72 14. L'idée, c'est que vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir gagner des cadeaux ou pas. Et pour vous identifier, donc soit vous mettez prénom, nom, soit vous mettez la ville de votre naissance avec votre date de naissance, ou vous mettez un mot poétique que vous avez envie de nous partager. Et parfois, moi, je vous ferai un petit point sur le classement. Alors, à gagner ce soir. Tout le monde a chopé le QR code? Ok. Bon, sinon, c'est joinmyquiz avec un seul z.com et 34 72 14. joinmyquiz.com, 34 72 14. 34, c'est l'Hérault, 72, la Nièvre. Non, c'est pas la Nièvre, c'est la Sarthe, évidemment. 14, le Calvados. Bah oui. 72, c'est la sortie du rapport Meadows et de la première COP à Stockholm. Alors, ce soir, à gagner pour les 5 meilleurs, et vous vous débrouillez entre les 5 meilleurs, il y a 5 livres extraordinaires. Le premier, c'est le livre de la communication responsable de l'ADEME, qui est un peu The Bible sur la com responsable, et évidemment coécrit par Valérie. Ensuite, il y a Révolution bleue, la petite princesse, qui est un vrai livre de science-fiction sur les nouveaux imaginaires, écrit par Jean-Pierre Gou. Ensuite, il y a Heidi Sylvestre, qui a écrit Sentinelle du climat. Il y a un livre qui s'appelle Comment l'humanité se viande de Jean-Marc Gansil, sur le végétarisme, et notamment le végétarisme chez les visiteurs de ProDurable. Non, il ne fait pas un focus sur ProDurable, mais en tout cas, il se pose la question de pourquoi les écolos, les experts RSE consomment encore carnet. Le 5e, c'est la nature au travail. Quel rôle on donne à la nature dans les conseils d'administration, sur l'actionnariat, et quel est son rôle, quel est le rôle de la nature dans une entreprise. Et le dernier gagnera, je ne sais pas si j'ai l'exemplaire, une bouteille de Château Pouyanné. Donc ça, c'est le dernier qui gagnera ça. Et on a pris le soin de la vider pour éviter toute intoxication, parce que dans un Château Pouyanné, on se dit que c'est pas sûr que ce soit très très propre. Pour info, le Château Pouyanné est HVE, qui est quand même le label haute valeur environnementale. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour le Château Pouyanné et pour le label. Pour se préparer, on va s'échauffer avec le quiz. Vous êtes prêts? Donc, quel visiteur de ProDurable êtes-vous? Est-ce que vous êtes le curieux? Est-ce que vous êtes le commercial? Il n'y a pas de point là pour l'instant, hein, c'est un test. Est-ce que vous êtes le bavard? Est-ce que vous êtes le fan de goodies? Ou est-ce que vous êtes le surexcité? Qui est cette jeune fille extraordinaire qui, pendant un anniversaire, a décidé de péter à peu près toute la vaisselle qu'il y avait autour d'elle. Est-ce que le quiz marche? Par applaudissement, dites-moi oui. Et par applaudissement, dites-moi non. Bon, join my quiz, 34 72 14. Hérault, Sarthe, Calvados. Facile. Donc, petit rappel, le greenwashing, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, et c'est notamment l'ADEME qui est là-dessus, c'est notamment des mentions qui sont très encadrées, quand vous utilisez respectueux de l'environnement, bon pour la planète, biodégradable, durable, éco-conçu, recyclable, naturel, et bien d'autres mots. Évidemment, le fameux net zéro carbone qu'on n'a pas le droit d'utiliser, mais toutes ces mentions, il faut être très vigilant, hein, puisque le greenwashing, c'est on prend un élément
dans la publicité où on va valoriser avec pas mal de mensonges ou en tout cas avec un biais, un argument écologique. Donc c'est le sujet. Comme je vous l'ai dit, on va parler un peu de tous les washings aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Donc la première partie de ce jeu, c'est green ou washing. C'est une campagne où vous considérez qu'il n'y a pas de greenwashing et que c'est nickel et que c'est vraiment green et c'est une très bonne nouvelle. Ou alors c'est washing parce que vous dites qu'il y a un gros bug. Ok, vous avez 10 secondes pour répondre. C'est la première partie du jeu. Et à chaque fois, les experts vont nous expliquer, évidemment, pourquoi c'est dans cette case. Donc, 10 secondes pour la première. Est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du washing? Un design pensé pour l'avenir et pour chaque élève, c'est une campagne d'Apple. Est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du washing? Et donc la réponse, c'est du washing. J'espère que vous êtes nombreux à l'avoir trouvé. Et Valérie va nous expliquer pourquoi. Alors c'est particulièrement intéressant, d'abord bonsoir à tout le monde, c'est intéressant parce que souvent quand on pense greenwashing, on pense uniquement publicité. Or, je vous rappelle que ça concerne l'ensemble des actions de communication. Ça peut être les flyers, ça peut être les posts, ça peut être sur le site internet, des discours, y compris de nos CEO, etc. Et ça fait, en fin de compte, Apple avait commencé par faire un post sponsorisé où il a commencé par écrire que cet iPad était assez robuste pour résister aux aléas grâce à son design unibody en aluminium durable. Donc déjà, ça commençait très bien. Et ensuite, il renvoyait vers un site que vous voyez. Donc, il s'est dit, le vert, ça doit faire green. Il n'a pas tort, mais ça pose quand même problème. Et donc, il a mis une petite planète. Je suis obligée d'avoir mon truc là. Et de préserver la planète pour les générations futures. Donc, ce qui veut dire que son iPad préserve la planète pour les générations futures. Mais fort de tout ça, il s'est dit, mais il faut aller plus loin. C'est possible. Et donc là, il s'est dit, voilà, c'est aussi bon pour les élèves que pour la planète. Donc là, c'est au cas où vous n'auriez pas bien compris. Et d'ailleurs, il est neutre en carbone. Bon, là, c'est là où on m'a perdu complètement. Et je trouve que... Et puis à la fin, il dit, nous nous engageons de façon à agir de façon inclusive en faveur des générations futures. Donc là, il explique quelque chose qui, après tout, n'est pas faux sur la question de l'inclusivité. Et donc, c'est ce délicieux mélange de choses qui sont fausses, d'une part, puisque la neutralité carbone, je vous rappelle qu'elle n'est possible que pour les États ou pour la planète, pour aucune entreprise, aucune tomate, aucune bouteille d'eau, etc., etc. C'est pas possible. On peut aller vert, mais on n'est pas neutre en carbone. Deuxièmement, les recommandations du développement durable de la RPP sont très claires. Ça, on a des problèmes par rapport au logo, par rapport à la couleur verte, on a des problèmes de véracité, on a des problèmes de proportionnalité. Tout ça, ça fait beaucoup. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. C'est important, c'est-à-dire que vous voyez qu'il a fait un combo du post sponsorisé jusqu'à son site internet. Et donc, c'est possible de le faire. Il faut être extrêmement vigilant. Je suis un peu plus gentille que toi. Je dis qu'il y a des fois, on ne s'en rend pas bien compte. Le bilan ADEME publicité, ADEME ARPP, j'ai du mal aujourd'hui, pardon, sur la publicité vient de sortir il y a quelques jours. Ça s'améliore un petit peu, mais quand je vois ça, je me dis qu'on sert encore à quelque chose. Et voilà, c'est collectivement qu'on est responsable aussi et qu'on doit être vigilant, y compris sur l'ensemble de nos posts réseaux sociaux. Merci Valérie. On passe au deuxième exemple qui dit « S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait de trier ». Et ça, c'est porté par une collectivité qui est Est Ensemble. Et donc, vous aurez reconnu la chanson, que je ne vais pas vous faire. Voilà, « Jetons moins et trions mieux ». Vous voulez que je la chante? Non, c'est Kata. Est-ce que tout le monde a voté? Est-ce que c'est green ou est-ce que c'est washing? Ça, c'est green. C'est vachement bien. C'est créatif. On s'appuie sur la culture populaire. Voilà. Et il y a eu plusieurs visuels comme ça. Et ça a été très apprécié. Yoda, je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine. Si. C'est-à-dire? Juste devant la grille, s'il te plaît. C'est nouveau, ça. Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comme elle est stylée, notre voiture? Comme ta mère. Démarquez-vous avec style grâce à la Toyota Aygo Cross. 7h moins le quart, Planète Verte avec vous, Célia Kihiré. Alors la question qui est posée là, c'est... Et chaque semaine, Célia, vous revenez Radio sur ce France. qui vous a marqué dans cette actu environnementale. Ouais. Radio France annonce son tournant environnemental sur ses engagements, dans l'édito, etc.
Et en même temps, on met une publicité de voiture au milieu d'un contenu éditorialisé. Donc, Pierre-Yves, c'est Pierre-Yves, je crois, hein, qui a présenté. C'est Luna, pardon. C'est moi. Donc, Luna, est-ce que c'est greenwashing? Vous avez évidemment 10 secondes pour répondre et après, on donne la réponse. Bon, on peut répondre tous les deux. Vas-y. Sinon, on y va. Complémente. Donc, on a considéré que c'était du washing. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, bien sûr, mais je te laisserai terminer du coup. Non, mais pour moi, c'est à nuancer. Il y a un côté positif dans le sens où là, c'est un groupe audiovisuel public qui prend un engagement en mode le service public doit montrer la voie sur l'écologie. Il en fait une priorité éditoriale. Donc, il y a pas mal de choses qui ont changé dans la grille. Par exemple, Célia Kiret, par exemple, Hugo Clément. Par ailleurs, il faut qu'une charte ait des indicateurs et un suivi pour que ce ne soit pas dépriorisé et juste un effet d'annonce. Et aujourd'hui, il faut éviter la dissonance entre la publicité et certaines émissions qu'on peut avoir sur l'écologie. Mais il faut aussi qu'on ait tout un tas de mesures, par exemple, qu'on ait plus de transversalité entre les contenus, qu'on ait plus de causalité entre les causes, les conséquences et les solutions, mais aussi qu'on lutte contre les communication fallacieuse et les contre-vérités qui sont parfois dites par les politiques ou par des représentants d'intérêt sur les plateaux. Donc voilà, nous, c'est un peu notre mot d'ordre, c'est de dire qu'il faut vraiment faire un suivi pour être sûr que ça reste dans le marbre et qu'on l'est dans la continuité. L'éternel problème de l'alignement. Tout à fait. Et donc, tout a été dit. Après, ce que je peux simplement ajouter, c'est que ça pose forcément la question de, en effet, la cohérence entre la ligne éditoriale et le modèle économique. Et quand on parle d'un média, en fait, c'est le nerf de la guerre. Et là, nous, on a créé une fresque qui s'appelle la fresque de la publicité. Et à chaque fois, en fait, le nerf de la guerre, c'est ça. C'est comment je fais pour vivre de mon média. Nous-mêmes, on en fait partie. On est nous-mêmes un média, YouMatter. Tout en étant aligné avec l'ensemble de nos engagements. Et là, en l'occurrence, le tournant de Radio France sur l'aspect vraiment publicitaire fait état de valoriser plus des produits qui sont mieux disants, on va dire, écologiquement, à hauteur de 15%, mais pas forcément de déréférencer des typologies de produits qui, en l'occurrence, ont un impact... Sachant que là, c'est une pub pour un SUV, où le discours dans la pub, c'est « Maman, je veux montrer qu'on a un SUV ». Et donc, on est vraiment sur l'automobile comme élément extérieur de richesse et de puissance, etc. Et pas trop dans les Merci beaucoup à tous les deux. Ensuite, greenwashing, c'est cette pub qui a été faite par les Émirats et qui vous dit « Votre route vers le succès peut être une autoroute à 14 voies. Profitez d'infrastructures qui dépassent les standards des pays développés. Pour plus d'infos, consultez, je ne veux pas vous le donner parce que ce n'est pas la peine d'y aller. Apporte ton impossible, impossible is possible. Donc, est-ce que c'est du green ou du washing? Et donc, c'est Marguerite, à la fois de la CEC, la CEC Nouveaux Imaginaires et aussi de Musella, qui va nous dire que c'est... Elle ne se cache pas trop. Mais quand même, moi je l'ai choisi pour deux raisons. Votre route vers le succès peut être une autoroute à 14 voies. Voilà, c'est sûr que c'est assez évident. En fait, le contexte de cette campagne, c'est que c'est part d'un gros plan en fait des Émirats qui communiquent, et moi je l'ai vu en France dans le métro, cette campagne, pour attirer des ingénieurs chez eux. Parce que pour se sortir de la dépendance économique au pétrole, ils parient sur la technologie, la conquête spatiale et l'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Après, ce qui me gêne dans cette campagne, c'est vraiment qu'elle utilise des ressorts climato-sceptiques, en fait. Donc, impossible is possible. Donc, c'est une magnifique baseline. Je suis sûre que les créatifs dans la salle la trouvent canon. Mais bon, dans un monde aux ressources finies, on peut dire que ce genre de baseline n'est justement plus possible. Il y a une autre affiche aussi dans cette campagne qui était on a un plan global pour Mars. Donc, sous-entendu, est-ce qu'on va aller habiter sur Mars parce que la planète ne sera plus vivable? Et puis, voilà, on voit que finalement,
cette campagne, elle repose aussi sur la promotion de modes de vie qui ne sont pas soutenables, toujours aller plus vite, plus loin, grâce à des aéroports gigantesques. Il y a aussi une pub pour les aéroports gigantesques, parce que aussi, finalement, on va pouvoir rouler plus vite sur une autoroute à 14 voies sans être embêté par les autres. Donc voilà, en fait, c'est sûr que ces récits ne sont pas soutenables. Je ne sais pas si on est super étonné quand on sait qui est l'émetteur, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette campagne, et ça rejoint complètement ce que vous disiez, c'est parce que pour moi, elle pose aussi vraiment la question du diffuseur et de la responsabilité du diffuseur, même dans le métro, en fait. Aujourd'hui, on n'a vraiment plus le temps de tergiverser, donc voilà, il faut qu'on arrive à dire non, en fait, au contenu publicitaire climato-sceptique. Merci beaucoup, Marguerite. Un point sur les scores. Donc, il y a TomTom LC qui est au numéro 1, qui a 4200 points. Il y a Théa, 4160. Emmanuel 01, Clémence M. Et Sensibilité, Agathe Bailly, etc. Hein, Agathe Bailly, bravo. Ensuite, une pub de Kills qui dit « The only face mask kids should put on ». Est-ce que c'est green ou washing ? Vous avez 10 secondes, donc 7, 8, 9, 10. Et donc ça, c'est green. C'est vachement bien qu'une marque s'engage sur il ne faut pas que les enfants utilisent des masques, des produits cosmétiques très développés, etc. Donc il y a une certaine sobriété. Et félicitations à Kills, qui est une marque déjà très engagée, et en l'occurrence sur ce sujet, sur cette campagne internationale. Voilà tout ce qu'on rejette en roulant à l'hydrogène. C'est une campagne qui a été faite par Plasticomium, et avec un verre d'eau. Est-ce que c'est du green ou du washing? Vous avez 10 secondes pour répondre. Alors Olivier, est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du washing? En fait, ce cas, il est très intéressant parce que il y a eu une plainte auprès du jury de déontologie publicitaire qui a considéré qu'en fait, c'était pas du greenwashing. Et pourquoi est-ce que le jury de déontologie publicitaire a considéré que c'était pas du greenwashing? Tout simplement parce que on précise bien que c'est en roulant à l'hydrogène. On précise même dans l'explication, rouler à l'hydrogène, c'est ne rejeter que de l'eau sans émission de CO2. Et puis alors, une fois qu'on s'est dit ça, on se dit, ils ont respecté une des règles de la RPP, donc très bien, ils sont relaxés auprès du jury de déontologie publicitaire. Mais quelques semaines après, cette pub, elle est dans le calendrier de l'Avent du greenwashing de Pour un réveil écologique. Donc là, mon sang ne fait qu'un tour, j'appelle Pour un réveil écologique et je passe 1 heure au téléphone avec des ingénieurs qui m'expliquent pourquoi c'est du greenwashing. Ce que je n'avais pas compris. Alors la première raison qui est invoquée, c'est une raison assez simple qui est de dire, en fait, quand un véhicule roule, il peut ne pas rejeter de CO2, mais il peut rejeter aussi des particules fines, notamment au freinage. Donc ça, c'est un premier argument. Il vaut ce qu'il vaut, on peut l'accepter ou pas, mais j'ai envie de dire, il y a plein d'autres véhicules qui seraient concernés. Il y a un deuxième argument qui consiste à dire, mais le problème, c'est que l'activité hydrogène de Plasticomium, c'est une toute petite partie de leurs activités. C'est moins de 3% de l'activité de Plasticomium. L'objectif de Plasticomium pour 2025, c'est 3% de son chiffre d'affaires dans l'hydrogène. Mais là, ça pose une vraie question, c'est est-ce qu'on a le droit de communiquer sur un truc qui est expérimental dans une entreprise, mais qui potentiellement peut devenir un secteur d'avenir et qui va se développer? Là, je laisse à votre sagacité cette question. Le vrai bon argument qui fait qu'on peut considérer que c'est du greenwashing, c'est qu'en fait, l'hydrogène n'existe pas à l'état naturel ou quasiment pas. Et en fait, l'hydrogène, c'est quelque chose qu'il faut fabriquer et qu'il faut fabriquer avec de l'énergie. Et 95% de l'hydrogène qui est fabriqué dans le monde est fabriqué à partir d'énergie fossile. Donc pour se résumer, c'est une énergie propre fabriquée avec de l'énergie sale. Et moins par plus, ça fait moins. Voilà. C'est ce que j'avais appris au collège ou en primaire, je ne sais plus. Ensuite, une pub de Surfrider. On ne peut pas stopper la montée des eaux, mais il est encore temps d'agir pour limiter les dégâts. Avec Villers-sous-Mer, cette ville, comme bien d'autres, va devoir faire face à la montée des eaux. Est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du washing?
Mais évidemment, c'est très green. C'est vachement bien, une campagne de Surfrider qui milite là-dessus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, d'ailleurs, ils avaient fait une agence immobilière il y a quelques années qui proposait des biens à la vente d'un appartement, par exemple, qui est dans le centre de Marseille, en disant en première ligne, face à la mer, voilà, en se positionnant sur une agence immobilière dans quelques années, avec suite à la montée des eaux. Ensuite, et là il peut y avoir débat, mais on a pris un parti. Encore une pub de voyage avec un beau 4x4 qui roule dans la nature, Evaneos. Est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est washing? On a considéré que c'était du green. Après, depuis, quand on a discuté avec certains experts, ils nous ont dit, bon, Evaneos, c'est toujours très loin. Donc voilà. Mais pour une fois qu'on ne voyait pas un 4x4 dans le désert, on trouvait intéressant de jouer, justement, en fait, c'est une pub qui parle elle-même de greenwashing d'une certaine façon. Donc on trouvait l'exemple intéressant et on se dit qu'une entreprise B Corp a la tête sur les épaules. Ensuite, c'est un cas très particulier, je ne sais pas si vous connaissez, sinon on va vous en expliquer. C'est The Morning Show, qui est une série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du washing? Il faut la connaître pour répondre. Si vous ne la connaissez pas et que vous ne répondez pas, c'est pas grave. De toute façon, il y a le château Pouyanné à gagner, donc c'est ça la fête. Et c'est Valérie qui répond. Alors, on a considéré que c'était du green. Ouais. Ah bah c'est complètement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette série et nous dire pourquoi elle est bien? Bah, pour moi, c'est vraiment le nouveau récit par excellence. Pourquoi? Parce que c'est un récit qui est totalement à la hauteur des enjeux contemporains. Il parle de notre époque, c'est-à-dire bon, l'affaire évidemment post-Weinstein, l'affaire MeToo. Il parle d'écologie beaucoup dans les discours. Donc l'écologie n'est pas une fin en soi, mais elle fait de la pédagogie clandestine, c'est-à-dire qu'elle est distillée dans les discours. Dès le début, on voit le personnage de Bradley Jackson, donc Reese Witherspoon, qui parle de stockage carbone, elle est vraiment clairement engagée. Mais vraiment, c'est tout le long des 3 saisons où il y a vraiment cette vision-là, cette vision aussi de la métamorphose des personnages, c'est-à-dire comment finalement il va y avoir un changement individuel et un changement collectif sur les rapports hommes-femmes, sur la culture du silence, sur les rapports incestueux entre les médias, la politique, la high-tech. Il y a un personnage un peu fictif qui ressemble vraiment à Elon Musk. Donc voilà, c'est une série qui raconte notre rapport au pouvoir, notre rapport à la domination, notre rapport au capitalisme, à la consommation, et qui vraiment fait beaucoup réfléchir en cela. Donc pour moi, c'est une grande réussite. Merci beaucoup. Elle est disponible sur quelle plateforme? Sur Apple Plus TV. Mais ça vaut le coup de payer. Ok. Merci beaucoup. Ensuite, on a un autre exemple et on va vous donner 2 exemples à la suite de Clem. Dans la série Clem, qui est une série qui passe sur TF1, je crois, Anne-Claire, on vante les qualités d'un récupérateur d'eau et qu'en pensent les téléspectateurs. Voilà. Tu peux peut-être commencer à nous raconter un peu le début de l'histoire de cette série. Et on va vous demander évidemment si c'est du green ou du washing. Ça marche, oui. Bonsoir. Oui, alors en plus, j'ai pas été très bonne élève parce que c'est pas la bonne photo. Ça aurait été plus drôle. C'est pas grave. Ça aurait été plus drôle avec la vraie photo. Dans la série, dans cet épisode-là spécifiquement, on a le héros qui aide Clem à installer un récupérateur d'eau de pluie. Voilà, et ça donne lieu à pas mal de caricatures. Green, oui, absolument. En fait, j'aurais dû inverser les exemples. Oui, green, tout à fait. Ça a été extrêmement bien accueilli par la communauté sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs étaient très enthousiastes. Il faut savoir, c'est pour ça que la photo aurait dû compter, que le héros est torse nu et dans la série se prend toute la citerne et donc est trempée. C'est une très jolie scène. Donc ça a provoqué beaucoup d'enthousiasme et les téléspectateurs ont réagi en disant que c'était vraiment super de mettre en avant des solutions comme celle-là, très créatives. Donc il y avait beaucoup de pédagogie, les gens ont compris ce qu'était un récupérateur d'eau et il y a une dimension un peu sexy qui plaît toujours en télévision.
Donc ça, c'est un premier élément de la série Clem. On va vous présenter un deuxième élément. Et pareil, la question est la même, c'est qu'en pensent les téléspectateurs. Donc dans la série Clem, on vante la mobilité à vélo. Alors pareil, c'est pas la bonne photo de la bonne série, enfin du bon épisode, mais on voit Clem sur un vélo, enfin à côté d'un vélo, et qu'en pensent les téléspectateurs? Est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du washing? Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet épisode? Eh bien, effectivement, on a donc Lucie Lucas, vous le savez, évolue tout au long des saisons, puisqu'on en est à la 13e ou 14e saison maintenant. Elle est extrêmement engagée. Elle l'est aussi dans sa vie privée en tant que femme, pas juste actrice, pas juste à l'écran. Et effectivement, on la voit beaucoup. C'est elle qui a demandé à la production de faire complètement évoluer sa façon de tourner et son récit pour justement mettre en avant des solutions intelligentes à l'écran et dans le récit. Mais là, washing, bon, vous deviez deviner aussi que, puisque j'avais mis green avant, on allait arriver sur le washing, mais oui, ça a été extrêmement mal accueilli. Un épisode dans lequel on la voit se déplacer à vélo. Il y a eu un très mauvais buzz sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est une communauté qui est installée et qui réagit beaucoup et qui disait que c'était n'importe quoi, cette bien-pensance, que le vélo, c'était pas praticable partout, sachant qu'évidemment, ça c'est regardé dans toute la France, que toutes les routes n'étaient pas forcément adaptées et qu'il fallait arrêter de mettre du vélo à tout bout de champ. Donc ça avait été assez violent. Donc, donc on parle de la perception des téléspectateurs. Ça veut dire aussi que il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire qu'on parle de récupérateur d'eau, les téléspectateurs acceptent, et bizarrement le vélo, qui est quand même un outil hyper démocratisé, notamment depuis le Covid, mais là il y a des gens qui réagissent en disant c'est un peu excessif. Et effectivement, l'actrice, qui est aussi productrice, travaille sur l'éco-socio-production de chacun des épisodes, et c'est sur TF1, donc audience maximale, avec des récits qui parlent d'écologie. Merci beaucoup Anne-Claire. Ensuite, on vous a mis un exemple qui est ce sandwich LGBT. Pourquoi LGBT? Parce qu'il y a de la laitue, du guacamole, du bacon et de la tomate. Voilà. Est-ce que c'est green? Est-ce que c'est washing? Bon, c'était assez facile, c'est washing. La communauté gay, enfin LGBT en Angleterre a très mal réagi. Hein, c'est chez Marks & Spencer. Il s'avère que le bénéfice de sandwich était reversé à une association qui accueille notamment des ados qui sont paumés et qui ont besoin de réconfort. Mais ça a été un peu grossier, la façon de faire. Et donc, ça a été identifié clairement comme du washing. Ensuite, un exemple qu'on aurait bien aimé ne pas vous montrer. Merde, du coup, je vous donne la réponse. Hein. Voilà, c'est facile. Est-ce que c'est green washing? À mon avis, c'est du washing. Donc, Tefal a fait cette campagne, et notamment dans le bassin lyonnais, après s'être fait allumer sur les PFAS. Donc, un groupe extraordinaire qui s'appelle Seb, qui a des marques leaders dans le monde entier et qui n'arrive pas à se dépatouiller du Teflon avant et des PFAS maintenant. Tefal est une marque extraordinaire, mais ils n'arrivent pas à lâcher. Et donc, ils nous racontent, c'est même pas de la communication, c'est une sorte d'information. Nos revêtements anti-adhésifs sont reconnus comme étant sûrs. Donc, évidemment, donc c'est pas de la publicité. Je pense que c'est, il n'y a pas d'agence qui a travaillé là-dessus. Il y a un graphiste en Bac plus 1 qui a posé une photo. Non, mais voilà. Donc, c'était évidemment du washing. Est-ce que vous avez aimé la première partie? C'était greenwashing, c'était assez basique. Là, on va attaquer avec du lourd, puisqu'il y a 4 propositions. Vous avez 15-20 secondes pour répondre. Si on veut tenir le timing, vous répondez le plus vite possible, mais on est bien dans le timing. Donc, il y a 4 propositions. C'est entrée, plat, fromage, dessert. Et donc, on vous présente un cas. Vous avez 15-20 secondes. En fait, on vous donne une phrase, enfin une question, 4 propositions possibles. Et ensuite, on vous présente l'exemple et un expert va le commenter. Alors le premier, vous le connaissez tous. Quand l'ADEME fait une publicité qui incite les consommateurs à réfléchir à leurs achats, c'est pour les faire réfléchir à leurs habitudes de consommation et les inciter à se questionner sur leurs besoins réels, petit a. Petit b, faire chier Bruno Le Maire et déclarer son amour à Timothée Paric. Petit c, faire culpabiliser mes parents, mes grands-parents qui ont surconsommé comme des brutes. Petit d, inciter à vous faire économiser parce que bientôt la retraite c'est à 75 ans. Vous avez 15-20 secondes pour répondre.
Alors parfois, il y a plusieurs bonnes réponses. Mais là, essentiellement, pour la première, pour chauffer, on n'a qu'une bonne réponse, je crois. OK. Et donc, Valérie, qui est la coupable et responsable de cette fabuleuse campagne, va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Notre équipe, on a fait une campagne qui s'appelle Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter, avec son célèbre des vendeurs. On a lancé cette campagne 14 novembre 2023. Il y a des dates comme ça que tu retiens. 15 jours avant le Black Friday. Cette campagne a excellemment bien marché. 500 retombées presse. Ça a permis véritablement d'être visible. Mais ce que ça a permis surtout, c'est de se poser un certain nombre de questions et de générer un débat dans la société. La question, elle n'est pas de savoir si on aurait dû faire ceci ou on aurait dû faire cela. La question, c'est de savoir dans quel monde on veut vivre. Avec cette campagne, on a pris un parti pris, qui est un parti pris fort, disruptif, qui fait appel, soyons fous, à l'intelligence des gens. On n'a pas parlé aux consommateurs, on a parlé aux citoyens. Et ça change tout. Et on leur a posé la question pour savoir comment ils pouvaient s'interroger, pour savoir s'il en avait vraiment besoin. Et cette notion de besoin, elle est pour nous fondamentale. On parle souvent de sobriété, on lui préfère le terme de sufficiency, suffisance, juste suffisance, la notion de besoin. Il n'y a malheureusement pas dans la loi aucune définition de la surconsommation. Donc c'est extrêmement complexe, cette question-là. Mais en revanche, de se poser la question par rapport à ses besoins réels, c'est pour nous très important. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? Ou est-ce que j'en ai envie au sens de ça fait plus de 50, 60 ans qu'on me met dans la tête que consommer, c'est le bonheur. Là, on dit reprends la main sur ton acte de consommation et l'achat neuf n'est pas une fatalité. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Valérie. On peut l'applaudir. Et en plus, je crois que c'est une agence qui appartient à M. Bolloré, que je salue, qui a fait cette campagne. Et ça, c'est vraiment cool. Je sais, c'est Havas Paris. Je voulais pas leur faire la publicité, mais bon, mais t'as le droit, ok. Voilà, donc par rapport aux surconsommations, il y a évidemment la méthode bisou. Hein. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose de semblable? Quelle est son origine? Et est-ce que c'est vraiment utile? Et dans une étude Greenflex qui est un peu vieille, qui a 2-3 ans, 24% des Français veulent moins consommer et 13% sont fiers de moins consommer. Voilà. Elle n'est pas si vieille que ça parce qu'elle est ressortie comme tous les ans, là, la dernière. Je sais, mais moi je cite les chiffres d'il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, mais même je vous invite à aller regarder à nouveau la dernière, c'était les 20 ans de cette étude Greenflex ADEME. Greenflex ADEME sur la consommation responsable. Je vous invite vraiment à aller regarder quelles sont les positions des uns et des autres, en plus du baromètre sobriété avec un S et mode de vie avec un S que l'ADEME a sorti. Vraiment, c'est révélateur. Merci Valérie. Et on enchaîne avec une campagne de la SNCF qui félicite ses voyageurs d'avoir choisi un moyen de transport moins émetteur de CO2. C'est petit a, juste, fondé, légitime, selon Pour un réveil écologique. Petit b, mensonger, selon la RPP et la Fédération nationale de l'aviation. Comme par hasard. Petit c, petit joueur par rapport au train Hyperloop d'Elon Musk qui devait permettre de voyager de Paris à Toulouse en 1 heure sur des coussins d'air. Ou petit D, le rail préféré d'Hanouna. Vous avez 15 secondes. Et la campagne arrive juste après, quand tu prends le micro. Donc vous avez droit à plusieurs réponses. Je vous le dis maintenant, vous n'en avez donné qu'une, mais du coup, si elle est fausse, elle est peut-être juste. Et donc les réponses, c'est A et B. Pierre-Yves, pourquoi ? Alors, c'est un sujet un petit peu complexe. C'est que donc, cette publicité et plusieurs types de publicité, parce que à la fois c'était une publicité digitale et en même temps de la communication qui était mise directement sur les locomotives. En fait, le principal argument qui est avancé, c'est que le train est du coup 50 fois moins émetteur de CO2 par kilomètre équivalent CO2 par rapport à la voiture et 80 fois moins émetteur que l'avion sur une longue distance. Et en fait, du coup, la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation et des métiers de l'aviation, a du coup déposé un recours auprès du jury déontologie pour expliquer toute une liste d'arguments que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site du jury déontologie. Notamment si vous êtes soutien
de l'aviation. Par exemple. Il y a beaucoup d'arguments très intéressants. Et en fait, le cas est quand même assez intéressant parce que donc, du coup, la plainte a été révélée comme étant fondée. Et les arguments qui sont avancés sont quand même pas complètement non plus comment dire, étonnants. C'est que du coup il y a un sujet autour de la clarté, c'est que le message en fait sur la méthodologie qui est employée est pas forcément très lisible, et ça fait quand même partie des recommandations. Et le deuxième sujet en fait qui a été avancé, c'est que la SNCF s'est basée sur une moyenne. Or, donc il y a un sujet de proportionnalité, et donc par exemple, quand on fait un Paris-Toulouse, en fait, on n'est que sur un rapport de 1 à 45 avec l'avion et pas 1 à 80. Mais donc tout ça pour dire qu'en fait, même en étant bon élève et en essayant de vraiment bien faire les choses, attention, et en ayant du coup des pratiques et des services qui sont a priori beaucoup plus vertueux que d'autres services, soyez quand même vigilants sur le message que vous allez apporter. Et aussi, sachez que potentiellement, il y a d'autres personnes qui vont vouloir votre mal. Voilà. Et après, pour un réveil écologique, là aussi, a défendu le train en disant que c'était une bonne campagne. On enchaîne avec une campagne, on ne pouvait pas ne pas parler des marques d'eau et des bouteilles en plastique. Une collaboration Evian-Balmain qui propose une collection capsule pour imaginer ensemble des innovations durables pour les générations futures. C'est un t-shirt en coton bio à 590 €, et ça, c'est de la haute couture. Petit B, une marque d'eau qui voulait juste un design de bouteille en verre pour Noël, car le plastique, c'est pas chic. Petit C, un accident industriel haut de gamme. Et petit D, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu, ça peut marcher. Message qu'on envoie à Evian, Balmain et Michel, si tu nous regardes de là-haut. C'est pour toi aussi. Donc, est-ce que c'est green? Non, c'est pas greenwashing. Quelle est la bonne réponse? Il peut y en avoir plusieurs. Et donc, c'est Olivier qui va nous donner sa réponse. En fait, on a dit ABCD. Je te remets les réponses. Ouais, alors on va pas toutes les prendre une à une, mais en fait, il y a deux sujets dans cette campagne. Alors, il y a plein d'allégations autour de cette campagne dans le communiqué de presse qui a sorti la campagne. Enfin voilà, donc on nous parle d'une mode plus durable, on nous parle de matières respectueuses de l'homme et de l'environnement, on nous parle d'aider les générations futures à mieux vivre. Voilà, donc l'ambition est très très haute. C'est une belle histoire d'amour entre deux marques qui se rencontrent et puis qui s'exaltent un peu, quoi. Elles partent un peu sur des nuages, sur du vaporeux. Et quand on se parle d'environnement, il faut être sur des choses un peu plus tangibles, un peu plus solides au niveau de l'argumentation. Alors évidemment, il y a, quand on analyse le cas un peu plus en détail, il y a tout un sujet sur la composition textile des vêtements, le fait qu'ils sont en élastane et en polyester, et que juste en dessous, on nous dit qu'il y a du coton 100% bio sourcé à l'intérieur. Là, on ne comprend plus très bien. Donc là, il y a un vrai sujet, on va dire, de précision dans la nature des textiles utilisés. Mais il y a plus globalement un sujet autour des messages d'environnement et des deux marques qui les portent. Voilà, parce que effectivement, quand on produit 2 milliards de bouteilles par an, et pour moi, Evian est un producteur de bouteilles. Voilà, c'est ça son activité. Faut pas se cacher. Alors oui, il peut y avoir du plastique recyclé ou recyclable, mais le fait est qu'il y a une grosse partie de ce plastique qui ne sera jamais recyclé. Voilà, donc c'est un vrai sujet lié à l'activité. Et puis effectivement, quand on voit le prix des produits, on se demande si vraiment les générations futures vivront mieux avec des t-shirts ou des sweatshirts à ce prix-là. Ouais, il y avait un Bob à 250 que j'ai failli acheter, mais je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait, je mets rarement des Bob. Il était en rupture. Il était en rupture, peut-être. C'est comme Lacoste, avec les séries, les espèces en voie de disparition, ils en font 2 ou 3, parce qu'en fait, il n'y a que 2 ou 3 trucs, donc les Bob, ils ont dû en faire 5. Quand les marques végétales s'unissent face au lobby de la viande industrielle et de l'élevage intensif, c'est pour manger plus de cœur de bœuf. Petit B, s'autoriser les mots merguez, nuggets ou steak. S'incruster dans les barbecues des rugbyman du Sud-Ouest. Je salue mes copains de l'école de rugby.
Petite idée, dénoncer que 1% des terres émergées de la planète sont utilisées par l'homme et que 30% sont utilisées pour créer de l'alimentation carnée. Vous avez 15 secondes. Il y a une bonne réponse. Il y a plusieurs? Il y a plusieurs. Bon. En l'occurrence, c'est un sujet d'actualité. Et donc, Marguerite va nous expliquer un peu cette campagne que vous avez certainement vue un peu partout dans le métro. Ouais, donc c'est effectivement la réponse B. Donc Lavi, Accro, Eura et Apivore, c'est 4 marques de viande végétale concurrentes qui communiquent ensemble. Donc elle a une portée symbolique hyper forte, en fait, cette campagne. S'il y a un récit aujourd'hui à déconstruire, c'est celui de la compétition. Et cette campagne, elle incarne cela. Elle montre qu'on peut coopérer entre concurrents pour promouvoir des changements d'usage, des produits plus vertueux, et aussi face au vent contraire du lobbying de la viande. Donc, ensemble, on est plus fort. Donc, à votre avis, que s'est-il passé ? En fait, le Conseil d'État a d'abord suspendu le décret du gouvernement français qui interdisait aux produits animaux de se nommer aux produits végétaux de se nommer en référence à des produits animaux. Et super nouvelle pour la coopération, la Cour de justice européenne cette semaine a conforté le Conseil d'État dans sa décision qui du coup maintenant doit justement confirmer sa position. Donc moi je trouve que cette campagne elle montre le rôle en fait sociétal que les entreprises peuvent avoir et on a besoin d'entreprises qui s'engagent aussi sur des débats publics. Donc moi j'adore le titre du livre de Pablo Servigné, L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et moi je crois vraiment que la coopération c'est l'autre loi de l'économie. Voilà. Et Mustela a réussi à le démontrer, notamment en pharmacie avec un meuble qui a été construit avec Pierre Fabre, Naos, enfin plusieurs marques pour faciliter le vrac en pharmacie. Voilà. Après, parler d'alimentation végétale par rapport à l'alimentation carnée, ça peut être un débat politique un peu qui coupe la salle en deux. Et je crois ce matin avoir aperçu une personne de droite sur ProDurable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il avait un sandwich avec du jambon dedans. Et c'était du jambon de porc. Voilà. Donc attention, peut-être que demain, une nouvelle personne de droite va se révéler à ProDurable. On enchaîne. Le premier taxi volant électrique, c'est le crash de l'été. Une idée qui vient du 5e élément de Besson, preuve que ceux qui inventent sont les raconteurs d'histoire et pas les ingénieurs. C'est Pécresse qui se prend les pieds dans le tapis volant. Et en fait, le premier taxi volant, c'est un Uber volant électrique, mais juste moins cher. Donc vous avez 15 secondes pour répondre. Qui a présenté ça? Quel expert répond à ça? C'est Luna. Donc il y a 2 réponses, A et C. Donc A, c'est le crash de l'été, et C, Pécresse qui se prend les pieds dans le tapis. On aurait pu dire B aussi. En fait, de toute façon, le classement, tout le monde va gagner. Donc, est-ce que Luna, tu peux nous donner, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ADP et de Pécresse? Disons de TF1, même en premier lieu. Donc, c'est le groupe ADP qui parlait de son premier taxi volant. J'ai les chiffres là parce qu'ils sont quand même assez édifiants. Donc, il faut savoir que la capacité dans le taxi, c'est quand même 1 voyageur jusqu'en 2027. Le coût du voyage entre l'aéroport de Charles de Gaulle et le centre de Paris, c'était entre 110 et 140 €. Bon, nous, on travaille sur le prisme médiatique et donc la problématique d'avoir ce genre de sujet dans un média, dans un grand média, une heure de grande écoute, sans contradiction ou en tout cas sans remise en contexte. Et aujourd'hui, la manière dont TF1 en a parlé, c'était uniquement de faire de la publicité, donc promotion commerciale presque, parce que en fait, la manière dont ils l'ont introduit, c'est puisque c'est électrique, c'est écologique, mais on sait bien qu'aujourd'hui, il faut tendre vers ce qu'on peut appeler la sobriété, et c'est-à-dire une électrification des usages et aussi une diminution des ressources. Ce genre de mise à l'agenda de sujets ne tend pas du tout vers cet objectif. Donc voilà, c'est tout le rôle des journalistes et des médias qu'il faut interroger ici.
de voir aussi dans la construction des nouveaux imaginaires, des récits, mais aussi des solutions qu'on visibilise, qu'on priorise dans les médias. Après, parce que ça a un effet ricochet autant sur les citoyens, mais sur les prises de décisions politiques aussi, publiques. En fait, quand on parle de leviers et de solutions comme ça, eh ben, quelle incitation on a à plus regarder les solutions de sobriété ou d'autres, ou les innovations sociales. Voilà. Merci beaucoup, Luna. Suivez vraiment Quota Climat sur LinkedIn et ailleurs. Vous pouvez même leur donner de l'argent. Hein. Ils sont développés et notamment ils recrutent grâce à ça. Ils sont présents à Bruxelles et ils sont depuis dans une coalition avec au moins une asso allemande, je crois. Exactement, Climat Volart. Voilà. Quand BFM Business lance BFM Climat, c'est pour nous expliquer qu'il y a du pognon à se faire grâce à la crise climatique. Petit B pour polémiquer encore sur le climat. Petit C, le climat dans une petite case. Petit D, une très bonne nouvelle en mettant en avant des entreprises qui se transforment pour lutter contre le dérèglement climatique avec l'excellent chroniqueur Antoine Poincaré, notre ami de chez AXA Climate. Mais BFM Business, personne ne regarde vraiment. Et BFM raconte encore que la canicule, c'est bon pour les vendeurs de glace. Vous voulez pas d'abord former vos journalistes grâce à la fantastique équipe de Quota Climat et quelques experts du GIEC. Et la prochaine fois, il ne faut pas baisser son froc quand Bardella et Attal n'ont pas le courage de débattre avec Marine Tondelier. Il y a plusieurs réponses. C'était un exemple de Juliette Devers, qui donc préfère la terre au carré que le quiz du greenwashing. On ne leur veut pas. Et donc les réponses, c'est C et D, c'est-à-dire à la fois une petite case, dans le climat dans une petite case, et en même temps, on peut être positif, cette émission existe. Alors il y a Smart Impact qui fait Bismart qui fait Smart Impact, une quotidienne depuis pas mal de temps. Mais il faut évidemment que tous les médias se saisissent du sujet et invitent Marine Tondelier. Et voilà. Et du coup, après, les gens vont dire que je suis de gauche et tout, n'importe quoi. Quand Decathlon dévoile un survêtement adapté aux personnes en situation de handicap, C, une victoire pour tout le monde. B, des embouteillages garantis dans les rayons de Decathlon. C, l'équipe de France paralympique qui saute de joie. Enfin, ceux qui peuvent. D, pas mal de tissus économisés pour la tenue de Philippe Croizant et Théo Curin. Ouais. Comme on aime nos amis handicapés et nos membres de nos familles, etc., on s'amuse avec eux. Donc il y a plusieurs réponses et je vous envoie la vidéo tout de suite. Et les réponses, c'est A et C. Et je vous montre ce que Decathlon a fait comme publicité. Je voulais reprendre le soir. Avec cet effet de dézoom là, où quand on prend du recul, parfois, on voit les choses autrement. Bravo à Decathlon pour cette campagne. Lorsqu'un régulateur de la publicité en Afrique du Sud accuse Total Energy de greenwashing, c'est... Allez, vous avez déjà vu un quiz du greenwashing sans qu'on parle de Total Energy? C'est un peu comme la galette des rois où tu mets pas de fèves, quoi. Donc, c'est petit A, Patrick Pouyanné qui reçoit la Légion d'horreur. Petit B, une décision historique. Petit C, pour une fois, Exxon ne sera pas le champion du greenwashing cette année. Petit D, on s'en fout, c'est l'Afrique. Même moi, quand je le dis, celle-là, la dernière, ça gratte. Donc, réponse B essentiellement, même, enfin, c'est clairement une décision historique. Pour la première fois, un régulateur de la publicité a taxé Total Energy de greenwashing avec, franchement, des arguments où, franchement, chez Total Energy, vous déconnez les gars, il y a tellement de choses plus intéressantes à faire. Ensuite, les GAFAM qui utilisent des certificats d'énergie renouvelable pour leur scope 3, c'est de la pub à l'américaine. Plus c'est gros, plus ça passe. Petit B, GAFAM, ça veut dire goûtons au flouze en emmerdant le monde. Ok, emmerdant avec un A, ok. C'est impossible, même avec des crédits carbone trouvés dans une pochette surprise. D, je l'ai vu sur CNews et X, donc c'est vrai. Est-ce que c'est... Quelle est la bonne réponse? Je sais même plus que... S'il y a plusieurs, il y a un peu plus. Je découvre les réponses aussi. Donc, ouais.
Et donc, en fait, Théo, qui est évidemment grand connaisseur des GAFAM en particulier et des sujets carbone, va nous expliquer ce qui s'est passé dans la tête des GAFAM. C'est le scope 2 d'ailleurs. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, je ne sais pas qui maintenant n'a pas utilisé ChatGPT. En pratique, c'est 200 millions d'utilisateurs par mois. Donc c'est beaucoup. Les data centers, ça va passer de 1 à 2% de l'électricité mondiale. Et la part de l'intelligence artificielle là-dedans, ça va passer de 10 à 50%. Donc en gros, ça va devenir un gros truc. Derrière, ce qui est déjà, tous les data centers étaient neutres en carbone depuis un petit moment. Ça l'est plus depuis un moment parce que maintenant ça passe plus tellement la quantité de CO2 est grosse, mais il y a encore une petite faille pour montrer que parfois le greenwashing ça se loge dans les détails parfois de la comptabilité carbone. C'est qu'en fait en pratique un data center en scope 2, l'électricité on peut la comptabiliser en émissions market-based, c'est-à-dire en achetant des certificats d'énergie renouvelable qui montrent qu'on a acheté en contrepartie d'électricité renouvelable quelque part dans le monde. Et donc en fait en pratique il y a une étude du Guardian qui est sortie il y a quelques semaines qui montrait que les émissions déclarées des GAFAM, qui étaient déjà en augmentation fulgurante, étaient en fait sous-estimées de au moins 7 fois moins, et dans le cas d'Amazon, de un truc genre 300 fois moins, quelque chose comme ça. Et donc c'est là où genre... C'est l'Amazonie, il y a les petites forêts et il y a l'Amazonie. Ouais, c'est ça. Donc il faut regarder le détail et comprendre aussi que la comptabilité carbone peut être un sujet de greenwashing si on sait l'exploiter et si on sait faire du lobbying pour. Ouais. Et donc, du coup, en l'occurrence chez Equimetrix, parfois vous appuyez sur des outils d'IA pour choper du greenwashing, pour aller chercher la mention légale, etc. Est-ce que c'est comme ça que tu avais trouvé ce cas ou pas celui-là? Non, celui-là tu l'as vu, il était gros. Il a bien tourné de façon très manuelle. D'accord. Ok. Bon, et sinon, je vous invite, il y a plein de profs dans l'éducation nationale et il y a plein de gens qui utilisent Climate Q&A, qui est un peu le chat GPT du climat, qui a été développé il y a 1 an ou 2 par l'équipe d'Equimetrix. J'en profite pour faire de la publicité, c'est un peu mon métier. Quand Orange s'associe à Inoxtag et reprend son documentaire Kaizen pour sa dernière publicité, c'est un influenceur et une marque télécom qui font une démo de récit washing, B, une campagne de sensibilisation aux déchets numériques, même sur l'Everest, C, j'ai pas capté, j'ai laissé faire, Free, c'est pas cher, Orange, c'est cher pas. Yo! Et merci beaucoup à Valérie qui prend un train pour aller à Clermont parce qu'elle intervient demain. Voilà, merci beaucoup. Vive la dame, merci. Alors, quelle est la bonne réponse? C'est la réponse A, effectivement, avec un influenceur et une marque de télécom qui ont... en fait, n'ont pas été sérieuses dans l'utilisation de leurs arguments. Et c'est Juliette qui devait présenter ce cas, donc je passe plus vite. À votre avis, la raison d'être de Pierre Fabre est chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. B, chaque fois que nous coupons un arbre, nous rendons la route plus rapide. Chaque fois que nous construisons l'autoroute A69, c'est une crème Aven lubrifiante. Oups! Offerte pour tous. Petit D, chaque fois qu'un écureuil résiste, c'est un gland qui recule. Quelle est la bonne réponse? Alors, c'est la réponse A, qui est pour moi, franchement, l'une des plus belles raisons d'être qui a été publiée au cours des 5 dernières années, par définition. Un super boulot, une belle histoire, vachement bien racontée. Et après, il y avait une fondation Chlorane, il y avait des super marques proches de la nature, du territoire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Castre Olympique, le Rubis, tout ça et tout. Et là, avec l'autoroute, en fait, ils ont tout cassé. Et c'est dommage, c'était un laboratoire pharmaceutique qu'on aimait bien et qu'on ne boycottait pas avant. Hein. Voilà. Donc, quels sont les nouveaux mots? On parle de récit, on parle de publicité, on a parlé de digital, on a parlé de plein de choses. Mais les mots sont importants. Et il y a un ouvrage qui s'appelle « Les mots qu'il nous faut pour la transition » qui est sorti. Quels sont les nouveaux mots qui ont été proposés dans l'ouvrage « Les mots qu'il nous faut ». Petit a, l'humilité. Ça veut dire agir avec intention et conviction, mu par un espoir. Petit b, privilège. C'est celui qui refuse, celui ou celle qui refuse de renoncer à certains privilèges, alors qu'il ou elle a la connaissance des effets produits par son choix. Petit c, un ex-pote de bœuf. C'est un ancien ami trop carnivore pour le rester. Petit d, le fémidoute. C'est une habitude de remettre en cause la parole des femmes et la réalité de leurs expériences vécues. Par exemple, un débat des Républicains
Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Kosciusko-Morizet, qui était à la primaire, il n'y avait que des mecs, et on a étudié le nombre de fois où elle s'est fait couper la parole, globalement 5 fois plus que tous les autres hommes. Voilà, donc ça c'est une sorte de fémidoute républicaine. Alors, quels sont les mots qui existent? En fait, c'est les mots A, B et D, et le C, je l'ai inventé pour mes copains du rugby. Voilà. Mais ce livre, je vous invite à continuer à collaborer, vous pouvez créer des mots, les envoyer, si vous avez des bonnes définitions, ils vont l'adorer. Lors de ces 4 scénarios, lequel de ces 4 scénarios n'a pas été envisagé par l'ADEME pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050? Petit A, vous connaissez les 4 scénarios de l'ADEME 2050, hein, passionnant. Il faut creuser, il faut... Petit A, les coopérations territoriales. Petit B, les technologies vertes. Petit C, génération désenchantée. Petit D, Paris réparateur. Quelle est la bonne réponse? Et évidemment, Mylène, vous aviez reconnu? Génération désenchantée. Non, j'ai pas de son, moi. Il n'y a pas de son. Mais j'ai envie de vous dire, génération frugale est la véritable dénomination de ce 3e scénario. Et j'espère que ça vous a plu. On va vous donner quand même quelques règles avant de repartir, parce que l'idée, c'est d'être ici pour apprendre des trucs et les retenir. Donc, si on devait arrêter le washing et donc faire du clean washing, c'est-à-dire un truc clean et propre, une méthode, par exemple, pourrait être cette méthode en 6 étapes, qu'on appelle la méthode preuve. C'est 1, il faut être précis, les mots utilisés ne sont pas trop vagues, il faut valider et justifier ces allégations environnementales. Deuxièmement, il faut être réaliste et donc proportionné notamment. Les illustrations photos utilisées ne viennent-elles pas fausser l'impact réel du produit au service présenté? 3, il faut être exclusif, avec l'argument avancé n'est-il pas déjà inscrit dans le cadre réglementaire? L'an dernier, on avait vu que le Happy Meal de McDo se vantait de ne pas avoir de jouets en plastique. Ben, ça, c'est la loi, donc tu n'as pas le droit de t'en vanter. Utile, vérifiable et exemplaire. Voilà. On espère que ça vous a plu. On espère que vous vous êtes amusés, vous avez appris des choses. Merci beaucoup à tous nos experts. Est-ce qu'on remet la musique des JO? Presque, on pourrait. Et le classement, ce que vous attendez, quel suspense, c'est terrible. Et donc, eh bien voilà, j'en étais sûr. La gagnante numéro 1 est Agathe Bailly. Grande experte. Elle travaille dans une petite boutique qui fait des bougies, des parfums, comme vous allez adorer. Attends, les 5 livres, ils choisiront entre eux. Ensuite, il y a Amélie avec A, avec un accent circonflexe sur le A. Donc Agathe a 18 000 points, Amélie 17 500. Il y a Mileuse, 17 370. Sensibilité, qui était déjà dans le top 5 au début, qui a maintenu le rythme, qui est 4e. Et Clémence M, qui est dernier. Pardon, Clémence M, qui est la 5e, évidemment. Et le dernier, on va garder le Château Pouyanné pour le boire entre nous l'an prochain. Et en fait, on va l'ouvrir à personne. Cette bouteille peut être servie comme consigne. Hein, Pouyanné, consigne, voilà, tout ça. Donc, on invite les 5 gagnants à venir choisir leur cadeau. Merci beaucoup de votre soutien. On espère que vous êtes marrés. Merci beaucoup à nos experts. À l'année prochaine.